Le feng shui, en fait, c'est gérer la circulation de l'énergie dans la maison, ce qu'on appelle le qi, et de faire en sorte que ce qi il soit équilibré et qu'il puisse nourrir votre propre énergie. Et j'ai trouvé que c'était un outil extraordinaire pour mieux se connaître, mais également pour se créer un point d'ancrage à travers notre maison qui devient tout à coup notre meilleur ami en fait pour bien évoluer dans sa vie. En fait, on n'est plus dans le présent, on n'est plus là, on est connecté, mais on n'est plus en nous. Donc, il faut impérativement avoir un point d'ancrage. On ressent d'ailleurs les gens ne se sont jamais autant occupés de leur maison parce qu'on sent bien qu'on perd pied en fait. Si on suit le jour, la nuit, les cycles des saisons, les cycles des éléments, etc., on va retrouver en fait notre centre. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous. Bon épisode. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Caroline Vatelet. Dans cet épisode, avec Caroline, on parle de l'habitat avec un angle un peu différent de d'habitude, car on s'intéresse à la notion de bien-être intérieur et à la corrélation entre un habitat et l'état émotionnel et physique de son habitant. Caroline est experte en feng shui, cet art ancestral qui, par une réflexion sur l'agencement, les matériaux, les formes et les couleurs, vise à optimiser un lieu afin de le rendre le plus agréable possible pour ses occupants. Caroline nous explique les principes du feng shui et comment améliorer son logement en adoptant ces concepts. Elle décrit également sa pratique de la domothérapie et de la géobiologie, deux approches complémentaires au feng shui. Si vous écoutez cet épisode en audio, je vous invite à le découvrir aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de La Case Robinson. J'y présente en effet des illustrations issues des deux ouvrages publiés par Caroline sur les sujets évoqués dans ce podcast. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cet épisode et de ce sujet inédit. Sur ce, je laisse place à ma conversation avec Caroline et je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Caroline. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Tu es experte en feng shui et tu pratiques également la domothérapie. On va parler de bien-être et d'équilibre intérieur aujourd'hui. Donc tu vas chez les gens pour les aider à créer des intérieurs dans lesquels ils ou elles se sentent bien. Tu as aussi écrit 2 livres sur ce sujet que j'ai ici. Donc Toi et moi, du décor de la maison au bien-être intérieur. Et le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Vers toi, de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur. Donc, on va en parler aussi. Et tu vas nous expliquer ce qu'est le feng shui et aussi la domothérapie, comment ça s'applique dans notre habitat et pourquoi c'est important de s'y intéresser si l'on veut se sentir bien chez soi. Pour commencer, tout simplement, comment t'es venu, toi, ton intérêt pour l'habitat d'une manière générale et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ton métier aujourd'hui? Alors c'était il y a très longtemps que je me suis intéressée au feng shui. Étant hypersensible, je cherchais, bon déjà j'avais toujours eu une envie de comprendre un peu ce que je faisais sur Terre, sans donner du sens à la vie. Et dans le cadre de mes recherches pour pour gérer mon hypersensibilité, je m'étais rendue au Salon Zen il y a à peu près 20 ans. Et j'avais rencontré Vanessa Boren qui m'a enseigné le feng shui. Et j'ai trouvé que c'était un outil extraordinaire pour mieux se connaître, mais également pour se créer un point d'ancrage à travers notre maison qui devient tout à coup notre meilleur ami en fait pour bien évoluer dans sa vie. Alors c'est vrai qu'on entend parfois, et puis moi je le dis aussi, que l'habitat c'est un peu notre troisième peau. On a nos vêtements, enfin notre peau, nos vêtements et puis notre maison autour de nous, un petit peu notre carapace.
et ça peut influencer sur notre état d'être. On va en parler. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le Feng Shui, quelle est son origine et ses principes de base? Alors, il y a plusieurs écoles dans le Feng Shui. Moi, je pratique l'école de la boussole et l'école de la forme. C'est une version, on va dire, un peu plus occidentale et simplifiée pour nos maisons, voilà, ici. Le Feng Shui, en fait, c'est gérer la circulation de l'énergie dans la maison, ce qu'on appelle le qi, et de faire en sorte que ce qi il soit équilibré et qu'il puisse nourrir votre propre énergie. En fait, c'est un peu, moi je compare toujours la maison un peu à un corps. Votre corps, vous allez l'alimenter avec une bonne nourriture et c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que il faut veiller à ce que le qi qui circule dans la maison puisse vous apporter, puisse avoir une qualité vibratoire suffisamment élevée pour que ça vous donne de l'énergie et non pas que ça vous en prenne. Donc voilà, et à partir de là, on a plusieurs outils en Feng Shui qui vont permettre d'équilibrer ce qi. En fait, Feng Shui, le Feng, ça veut dire vent, souffle, et Qi, ça veut dire l'eau, et également la qualité. Donc, en gros, c'est la qualité énergétique de l'énergie. Et alors, on va détailler un petit peu comment on travaille justement cette énergie, cette qualité de l'énergie. Est-ce que c'est par des matériaux? Est-ce que c'est par l'agencement des pièces? Est-ce que c'est par des questions de température et de confort? Comment est-ce que tu abordes ce sujet? Enfin, comment est-ce qu'on aborde ce sujet en Feng Shui? Ouais, il y a plusieurs niveaux. Déjà, on peut comparer un petit peu le Feng Shui à un peu l'acupuncture de la maison, c'est-à-dire qu'on va veiller à ce que l'énergie circule librement, un petit peu comme si on avait on imaginait que l'énergie va circuler de manière ondulatoire entre chaque meuble, chaque objet. Donc déjà, il y a la circulation, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'endroit où l'énergie va se stagner, va stagner. Ensuite, on va équilibrer le yin et le yang. Donc le yin, c'est plutôt les énergies qui vont nous permettre de nous détendre, de nous poser. Et le yang, c'est toutes les énergies qui vont au contraire, enfin c'est l'énergie qui va au contraire nous aider à être dans le mouvement. Donc selon les pièces, déjà, on va rechercher un équilibre yin-yang. Et puis également, par l'équilibre des éléments, on va permettre à la qualité du qi d'être meilleure en respectant un équilibre naturel qui existe dans la nature et qui fait que les éléments, alors quand je parle des éléments, c'est la terre, le bois, l'eau, le métal, le feu. Et tous ces éléments les uns avec les autres, si on les associe bien, ça va permettre de déclencher ce qu'on appelle le cycle nourricier des éléments. Et donc, par exemple, si on parle du bois, le bois, s'il n'est pas nourri par de l'eau, comme dans la nature, les arbres et les plantes, elles vont mourir. Donc, chez vous, si vous faites un intérieur tout en bois et que vous n'avez pas d'éléments qui vont représenter l'élément eau, ça va, au bout d'un moment, faire une énergie qui sera de moins bonne qualité. Et puis, on va utiliser ce qu'on appelle le bagua, qui est un outil extraordinaire pour bien, comment dirais-je, placer les éléments en fonction des points cardinaux dans la maison. Bon, ça c'est voilà, je vous l'explique de manière très succincte et le plus facilement possible pour vous. Mais après, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser de manière très précise pour finalement équilibrer l'ensemble. Et quelle est l'origine du Feng Shui? Ça existe depuis longtemps. Comment est-ce que ça s'est transmis au fil des temps? C'était un art ancestral chinois. Même avant, on dit que l'origine du Feng Shui c'était même indien avec le Vastu. Mais c'était presque un art divinatoire au départ. Et je pense que les empereurs s'en servaient beaucoup pour savoir comment placer leur maison, c'était utilisé comme un outil de contrôle sur l'environnement en fait. À la base, c'est vraiment observer l'environnement pour vivre en harmonie avec lui et non pas contre lui. Donc, c'est vraiment déjà observer autour de la maison, parce qu'avant qu'on vive dans des appartements, on vivait dans des maisons, c'est vraiment observer la nature et d'aller dans le sens de la nature. C'est, vous voyez, aller c'est ça, c'est respecter son environnement pour
plutôt que d'être contre lui. Au contraire, il va nous protéger. Donc là, on rejoint d'ailleurs des notions dont on parle souvent sur le podcast, où on parle beaucoup d'habitat écologique et notamment de bioclimatisme. Le bioclimatisme, c'est ça, c'est de pouvoir interagir avec le contexte, avec le climat, avec l'environnement proche d'un habitat pour optimiser finalement les apports solaires, la protection au froid, la protection au vent, les choses comme ça, pour améliorer le confort et puis se sentir bien chez soi. Donc ça fait le lien aussi, c'est pour ça que je voulais qu'on discute aujourd'hui, parce que voilà, le feng shui, ça permet aussi d'appréhender finalement notre habitat au niveau sensible et découvrir comme ça quels sont les paramètres qui peuvent nous aider à nous sentir mieux, à être plus confortable chez soi. Je voulais dire qu'avant de s'intéresser à l'environnement planétaire, je pense que c'est important déjà d'être en conscience de son lieu, là où on vit, et de faire en sorte que déjà au niveau énergétique, écologique, tout ce qu'on peut mettre en place, etc., qu'on ait vraiment conscience qu'on peut déjà agir chez nous et pas forcément d'avoir une vision trop large. Donc déjà en équilibrant chaque petite maison, au fur et à mesure, ça va créer une onde positive. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment tu travailles, c'est-à-dire voilà, quand tu arrives dans un lieu, qu'est-ce que tu regardes, quelles sont les étapes, qu'est-ce que tu mesures peut-être ou évalues pour te dire là ça va ou ça va pas et comment est-ce que ça se déroule? Alors très souvent on m'appelle pour une problématique qui peut être juste je dors mal ou je me sens pas bien chez moi. Parfois ça peut être plus défini, parfois c'est juste par rapport à la décoration. Et donc l'idée c'est de véhiculer dans la maison, de faire connaissance avec cette maison, mais comme si je faisais connaissance avec une personne. C'est-à-dire que c'est en ça qu'on appelle ça de la domothérapie. La maison devient un outil pour construire son épanouissement et apprendre à mieux se connaître. Parce que c'est vrai que très souvent, on appréhende notre lieu plus de manière esthétique et que si on commence à s'interroger sur, en fait, quand j'arrive chez moi, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens accueillie? Qu'est-ce que ça dit de moi, mon entrée? Et qu'on fait cet exercice pour toutes les pièces de la maison, on va découvrir des choses assez étonnantes qu'on n'avait peut-être pas appréhendées, comme notre rapport au confort, à notre santé, à notre bien-être, et au-delà des couleurs et des formes, etc. Voilà, qu'est-ce que ce lieu il vient révéler de ma personne. Donc, je vais faire un diagnostic d'abord sur juste mon ressenti, et c'est ce que je vous encourage à faire chez vous. Voilà, quand je rentre, est-ce que je suis facilement accueillie? Est-ce que je peux me déplacer librement? Comment mon corps est invité ou pas à aller dans telle ou telle pièce? Est-ce que le salon, par exemple, m'accueille de manière très spontanée et généreuse, ou au contraire, est-ce que la position du canapé va faire que je vais rebrousser chemin et je vais repartir dans la cuisine? Vous voyez, c'est vraiment observer la fluidité en fait de vos mouvements, mais qui vont être entraînés par une fluidité qui existe ou pas de l'énergie et de la manière dont vous allez agencer tous vos meubles. Donc il y a ce premier diagnostic. Donc là c'est vraiment une conversation à bâton rompu avec les personnes. Et puis très vite, en fonction de pourquoi elles m'ont appelé, je vais observer qu'il y a une corrélation, enfin une équation assez évidente entre, par exemple, un salon qui est complètement fermé et une personne qui peut souffrir de solitude. Entre quelqu'un qui est en burn-out physique et une maison qui n'a aucun endroit où s'installer confortablement. Donc ça peut paraître complètement idiot, mais parfois voilà, vous avez des fauteuils, des chaises, et vous ne posez pas la question pour savoir si voilà vous êtes bien dessus parce que vous les avez hérités de quelqu'un, parce que vous les avez achetés, c'est un grand designer, mais au fond, est-ce que quand vous posez dessus, vous êtes bien? Donc on va analyser les tableaux, on va analyser les objets, donc ça, c'est la partie que j'appelle plutôt décoration émotionnelle. Et puis ensuite, je vais justement regarder s'il y a un équilibre des éléments, parce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui travaille à la Défense à Paris, qui prend le métro, qui ne traverse
ni une forêt qui ne marche que dans un environnement assez anxiogène et sans aucune nature, et que s'il arrive chez lui et qu'il y a essentiellement l'élément métal dans sa maison, au bout d'un moment, ça va se ressentir au niveau de son énergie. Donc voilà, je vais étudier l'équilibre yin-yang, l'équilibre des éléments, la circulation du chi, et puis toute la partie inconsciente qui va révéler les parts. C'est un petit peu comme si la maison devenait une sorte de projection photographique de là où vous en êtes à un moment X. Et moi, je vais essayer d'amener la personne à aller aligner sa maison avec qui elle a envie de devenir. D'accord, donc il y a tout un travail un peu d'introspection en lien avec... enfin, on sort un petit peu du mental pour voir comment finalement le mental s'est traduit dans l'agencement de l'habitat, dans l'espace, etc. C'est un outil comme en fait, l'idée, c'est aujourd'hui, je pense, pour être dans l'harmonie et équilibré, il faut que tout soit au maximum aligné avec qui vous avez envie d'être. Et donc, c'est prendre conscience de ma santé, mon environnement, les personnes qui m'entourent. Et plus on va faire un travail d'introspection comme ça sur tous ces champs pas d'activité, mais tous ces points importants de notre vie, plus finalement, plus vous êtes en conscience, moins vous allez subir votre vie. Donc l'idée, c'est un petit peu de reprendre le pouvoir et d'être plus souverain, en conscience, et de faire en sorte que tout ça soit... c'est pour ça qu'on parle de décoration holistique, parce que si on traite pas un ensemble, si par exemple vous faites un tas d'exercices physiques, si vous avez une bonne alimentation, mais que chez vous il n'y a pas ce même équilibre, ben, c'est un petit peu comme si ça servait pas à rien, mais vous voyez, ça va pas être optimisé. Alors que si on fait un 360 de toute notre vie, que ce soit au niveau de notre relation, de notre travail, de notre maison, de notre environnement extérieur, de notre alimentation, au fur et à mesure, on va s'approcher finalement d'une harmonie et du bien-être. Et surtout, on aura moins l'impression de subir les choses. L'idée, c'est de vraiment de redevenir acteur de sa vie. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai noté plusieurs fois. C'est que dans l'habitat dans lequel on vit, finalement, au bout d'un moment, on voit plus trop ce qui nous entoure. Et effectivement, les éléments qui peuvent nous gêner au quotidien, finalement, on les accepte d'une certaine manière. On sait que cette chaise, elle nous gêne à chaque fois qu'on passe dans le couloir ou des choses comme ça. Mais on sait pas pourquoi, on la bouge pas parce qu'elle est là. Alors que quand on se déplace chez d'autres personnes, tout de suite, on voit ce genre d'éléments. Et on se dit, bah là, cette chaise, elle est pas du tout au bon endroit, alors qu'on peut avoir la même chose un peu chez nous, ou des choses comme ça. Et on rentre un peu dans une sorte de routine quotidienne, j'ai l'impression, qui nous empêche de changer. Et justement, même si on n'y connaît rien, le fait de bouger ses meubles, de réagencer, etc., ça libère une nouvelle énergie. Et comme tu le dis, même pour nous, ça nous permet de nous projeter c'est comme si on faisait un stop et on recommence. Et on sent même dans parce que j'ai pas parlé d'ailleurs du tri et du fait de bien organiser sa maison, ça permet aussi c'est comme un nouveau départ. Comme après un bon jogging ou une bonne balade en forêt, on sent que vraiment on se ressource en fait, on déclenche le processus naturel de la vie qui est que ça s'arrête, ça recommence, ça s'arrête, ça recommence, et c'est un peu comme si on accompagnait ce mouvement continu de la vie. Donc c'est vrai que, et notamment dans ce livre qu'on vient d'écrire avec Billy Blanquette, c'est vraiment l'idée de permettre aux gens de continuer à se sentir vivants. Parce que c'est vrai que dans ce monde où on est de plus en plus connecté, interconnecté, etc., on s'est jamais senti aussi seul. Donc c'est un peu aussi l'idée de sentir notre appartenance au monde et grâce à notre maison aussi, de toujours rester en contact avec nos émotions et nos ressentis. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, à chaque fois que je rentre de vacances ou j'ai pu séjourner ailleurs, j'aime beaucoup changer l'agencement des pièces, enlever des choses. J'essaye d'enlever le plus possible généralement pour
pour libérer un petit peu, peut-être justement inconsciemment cette circulation de l'énergie. Et moi, ça me parle beaucoup, donc je suis content qu'on en discute aujourd'hui. Est-ce que tu aurais quelques actions simples que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube pourraient appliquer dès aujourd'hui dans leur habitat pour commencer à entrer dans ce cheminement d'un équilibre intérieur, d'un mieux-être intérieur? Qu'est-ce qui est facile à mettre en place tout de suite comme ça Bon, alors déjà, aujourd'hui? c'est d'essayer, mais sans se mettre une pression de malade mental, c'est de se dire dans chaque pièce, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de garder, qu'est-ce qui m'est vraiment utile et qu'est-ce que je conserve par habitude ou juste parce que j'ai un lien de culpabilité avec quelqu'un. Alors ça peut être, on m'a offert cette caisse en bois, mais enfin, à vrai dire, elle me plaît pas du tout. Ou bien ah c'est gâché, je vais garder cette table qui est un petit peu cassée parce que faut pas jeter. Ça c'est pas une bonne approche. C'est-à-dire qu'on peut quand même soit la réparer, donc déjà réparer tout ce qui est dans la maison, ou soit la donner et vous de retrouver quelque chose sans forcément acheter. D'ailleurs on peut bricoler, on peut recycler, on peut repeindre, on peut etc. Mais de vous en fait de prendre conscience de tous les liens émotionnels qui vous rattachent aux objets qui vous entourent, pièce par pièce. Et vous allez voir que très souvent, il y a des trucs, vous savez même pas pourquoi ils sont là, vous les avez pas forcément choisis. Et à chaque fois que vous passez devant, ça va énergétiquement vous contrarier et donc vous créez une petite perte d'énergie. Donc là, c'est pour l'aspect émotionnel. Après, il y a l'aspect pratique. C'est-à-dire que si dans votre maison, vous laissez des portes qui ferment mal, des ampoules qui fonctionnent pas, des prises, des lampes, vous savez, qui sont comme ça, à chaque fois que vous devez la remettre comme ça, des trucs qui sont agencés de telle manière que vous allez devoir sortir 4 boîtes avant d'accéder à votre boîte à outils. Si vous éliminez déjà toutes ces petites contraintes, ça va vous gagner je sais pas moi, 60% de votre énergie tous les jours. C'est-à-dire que vous voyez très bien hein, ce truc où à chaque fois vous allez ouvrir la porte, il y a un porte-manteau qui tombe, donc vous le remettez, donc hop, là. Tous ces petits gestes, ça épuise en fait. Donc essayez de vous dire voilà, est-ce que tout est fluide? Je veux attraper un truc, c'est fluide. Je veux ranger un truc, c'est fluide. Et puis voilà, donc l'aspect émotionnel, l'aspect pratique, l'aspect qu'est-ce que, par exemple, au niveau de vos tableaux, ça vous renvoie? J'ai le souvenir d'une cliente qui m'avait appelé, qui était dans une relation toxique, qu'elle avait réussi à interrompre, mais qui était pas toujours très en forme. Et elle avait chez elle une photo d'un très grand photographe avec Emmanuel Béard, très jolie, mais qui était, je sais plus le nom du film, mais qui était photographiée dans un film où elle était un peu traquée. Et donc cette photo qui était face à elle toute la journée, il y avait un sentiment vraiment de ouais d'être traqué, d'être épié, d'être enfin un sentiment d'insécurité terrible. Et donc en enlevant cette photo, elle a déjà pris conscience de tout ça et ça lui a procuré beaucoup d'apaisement. Et ça, des exemples comme ça, j'en aurais 15 000. Une femme seule qui dans sa chambre est entourée de photos et de sculptures de femmes seules. Vous voyez, et quand on commence à observer tout ça, ça va petit à petit, on va créer déjà un lien presque amical avec notre environnement et puis un lien aussi avec nous-mêmes parce qu'on va vraiment commencer à poser des actes pour nous, pour notre bien-être. Donc il y a déjà ça. Donc observer la circulation du chi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voir si ça peut onduler partout, si vous n'avez pas des points de stagnation. Quand vous êtes assis, alors des endroits où vous allez plutôt travailler ou dormir, etc. Ça, c'est des points très importants parce que c'est des points où on passe un petit peu de temps. Donc, pareil, dans votre chambre, veillez à ce que tout soit suffisamment confortable pour que ça procure cet épanouissement. Observer aussi les fonctions de chaque pièce. C'est-à-dire que par exemple dans la chambre, il faut peut-être éviter que il y ait plusieurs fonctions. Bon, pendant le confinement, on a essayé de travailler un peu dans notre pièce parce qu'on avait besoin d'un bureau, tout ça, mais c'est pas mal dans la mesure du possible de donner des fonctions. Et si on peut pas, si on habite un tout petit studio, on peut quand même trouver des petites astuces pour avec un paravent, un truc qu'on déplace, etc., nous donner la sensation que, ok, on ferme le bureau, là maintenant on passe à la chambre, à la détente.
puis c'est déjà pas mal. Ouais, donc c'est un travail d'optimisation finalement de l'énergie, Ouais, la base pour moi, c'est le ressenti et l'observation. C'est-à-dire que dans toi et moi, on a fait d'ailleurs des petits questionnaires pièce par pièce pour que les gens se posent les bonnes questions. Voilà. Qu'est-ce que je vois quand je rentre chez moi? Est-ce que j'ai envie de partir ou est-ce que j'ai envie de rester? Qu'est-ce que je raconte aux gens qui viennent pour la première fois? Est-ce que j'ai plutôt un sentiment de sécurité ou au contraire j'ai envie de partir parce que je me dis oh là là, tout ça. D'ailleurs, l'entrée c'est une pièce qu'on soigne pas tant que ça en fait, et c'est souvent un peu la pièce débarras où on va mettre toutes les choses qui vont partir à la cave ou qu'on va emmener ailleurs. Et c'est une pièce, il faut vraiment s'en occuper parce que on l'appelle la bouche du chi. Donc c'est par là que l'énergie finalement rentre dans la maison et va être diffusée dans tout le lieu. Donc c'est très important en fait de soigner votre entrée parce que c'est un point, comment dirais-je, essentiel dans nos habitations. Un, parce que ça nous accueille, deux, parce que ça accueille les autres, et trois, parce que l'énergie part de là. D'accord. Bah, effectivement, je renvoie les personnes qui nous écoutent à la lecture de tes livres, et notamment Toi et moi, dans lequel effectivement tu décris pièce par pièce comment l'agencer de manière optimale, on va dire, en suivant les différentes règles du Feng Shui. Et dans tes livres, tu expliques aussi l'importance des couleurs et des matières sur notre bien-être. Donc j'aimerais qu'on aborde un petit peu ces sujets aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça fonctionne, quel rôle le rôle des couleurs, le rôle des matières aussi, comment choisir telle ou telle couleur en fonction et telle ou telle matière en fonction de ce qu'on veut et des pièces dans lesquelles on veut les mettre. Alors, l'idée générale, c'est que déjà, les matières, elles vont représenter une énergie yin ou une énergie yang. Donc, l'énergie yin, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui correspond à la lune, à la nuit, à la détente, au calme. Et ça va se transcrire en décoration avec des matières qui vont être plutôt douces, souples, moelleuses. Donc on va penser à tout ce qui concerne les textiles, euh, donc les rideaux, les coussins, les plaids, les tapis, tout ce qui va en fin de compte ralentir l'énergie. Si vous êtes dans une pièce à peu près vide, avec que des matières brillantes, donc plutôt énergie yang, où l'énergie va glisser, où l'énergie va s'accélérer, ça va donc procurer plutôt une énergie qui va vous dynamiser. Donc ça, on va réserver cette énergie yang, donc avec des matières brillantes, lisses, plutôt dures. Donc ça peut être, je sais pas, du marbre, de la laque, du verre, vous voyez, toutes ces matières-là, du métal, ça va accélérer l'énergie. Donc ce sera favorable, par exemple, dans une pièce où vous allez cuisiner, travailler, bien que dans un bureau, il faut vraiment l'alternance des deux, parce que si vous êtes trop agité, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer. Enfin, vous voyez, c'est un peu rechercher cet équilibre. Et puis après, au niveau des couleurs et des matériaux, là, on va travailler justement avec le Feng Shui et le fameux Bagua, où, en fonction des points cardinaux, le nord, le sud, l'est, ouest, on va placer une grille de lecture sur le plan de la maison, et on va pouvoir dire, par exemple, si votre bureau est au nord, on va plutôt mettre de l'eau nourrie par du métal. Si on est dans le secteur sud-ouest, par exemple, le secteur qui va représenter vos relations amoureuses, le couple, les relations en général, on va devoir apporter l'énergie de la terre et du feu. Et donc ça, moi, je vais vous allez avec moi le retranscrire avec la couleur des murs, la couleur de vos rideaux, les tableaux, etc., pour essayer de interpréter avec les matériaux, les couleurs, les éléments qui correspondent au secteur. Par rapport à ces secteurs, est-ce que c'est la même chose entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, par exemple, par rapport aux points cardinaux, ou est-ce que c'est inversé parce qu'on peut avoir une maison qui est exposée nord, est-ce que c'est grave ou on peut s'adapter? Non, là, ce qu'il faut, c'est aller au centre de la maison, prendre sa boussole. Alors, de préférence des boussoles de marin, parce que les boussoles des iPhones, c'est pas toujours. Ou vous pouvez le faire aussi déjà avec comment ça s'appelle le logiciel sur Google. Enfin bref, Google Maps? voilà, Google Maps. Et donc, vous allez essayer de positionner le nord
quand vous êtes au centre de la maison. Et ensuite donc le sud, l'est, ouest, et puis les points cardinaux intermédiaires. Et à partir de là, vous allez faire votre bagua. Donc ça, on l'explique justement dans Vers toi. Ça serait trop long que je vous explique précisément comment faire, mais c'est très simple. Et c'est donc vraiment à partir de notre lieu de vie qu'on va réfléchir au secteur et aux points cardinaux, et donc aux éléments qui correspondent à chacun de ces secteurs, et aux couleurs, aux formes, parce que à chaque élément correspond une forme. Par exemple, la terre, c'est le carré. Donc, si vous avez un secteur, si votre salle à manger se retrouve dans un secteur où la terre est importante, si vous hésitez entre une table ronde ou une table carrée, il faudra mettre plutôt une table carrée. Voilà. Et donc, c'est génial parce que ça donne un guide, en fait, pour équilibrer l'ensemble de la maison. Et chaque élément va vous apporter une énergie spécifique. D'ancrage, par exemple pour la terre, une fluidité, par exemple avec l'eau. Le bois, ça va développer votre créativité. Le métal, ça va être plutôt la concentration. Le feu, l'expansion, la joie. Enfin, vous voyez, chaque élément, en fait, vous donne une énergie. Mais j'ai envie de dire un peu comme dans la nature. Quand on se promène dans un bois, on ressent certaines choses. Quand on se met au soleil, voilà, ça nous apporte autre chose. Et pour tous les éléments, c'est un peu ça. Donc l'idée, c'est de recréer comme ça cette dynamique extraordinaire qu'on peut avoir dans la nature. Dans ton dernier livre avec Billy Blanquette, qui s'appelle Vers toi, de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur, donc vous parlez toutes les deux justement du rôle de la nature à l'intérieur de l'habitat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça apporte et en quoi c'est important? Comment ça se révèle? Pour moi, c'est vraiment, enfin, notre idée de départ, en fait, c'était déjà de sensibiliser les gens qu'on ne peut pas vivre sans cette nature, et que c'est important, en l'observant, qu'on prenne conscience qu'on en fait partie. Et habiter sa maison, en observant la nature, c'est aussi rester connecté au monde du réel. Nos sociétés nous poussent de plus en plus à être. Alors c'est très intéressant et c'est très agréable. La preuve, là, on pourrait pas faire cette émission si on n'avait pas tous ces outils. Mais il faut pas oublier que à force d'être trop connecté comme ça, on n'est plus connecté avec nous-mêmes, et donc on perd ce lien essentiel avec notre être profond, avec vraiment nos sensations, ce qu'on ressent, ce qui nous fait vibrer. Et petit à petit, on pourrait devenir des choses parmi les choses. Et bon, ça, moi personnellement, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et on se rend compte que le premier truc qu'on fait quand on se sent pas bien, et le premier truc que va nous conseiller un docteur si on est en déséquilibre, c'est d'aller dans la nature nous ressourcer. Donc l'idée, c'est de créer un environnement qu'est notre maison, qui va nous apporter un petit peu les mêmes, qui va créer en fait un pont déjà entre la nature et nous, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien. Quand on demande le lien entre la nature et la décoration, il n'y en a pas, si ce n'est que oui, les couleurs de la nature, les formes de la nature, etc. Mais l'idée, c'est précisément de créer un pont entre la nature et nous, entre la nature et notre maison, et comment dirais-je, d'observer tous les cycles aussi de la nature, comme suivre les saisons. Donc, par exemple, dans sa maison, on va suivre aussi les cycles des saisons. En hiver, on va peut-être avoir besoin d'une lumière différente que par rapport à l'été. En été, on va avoir besoin aussi de créer certaines choses dans la maison pour que on accompagne cet été. Et plus on suit les cycles, plus on va être en harmonie, en fait. Parce qu'en fait, on nous déconnecte petit à petit, de notre rythme biologique, parce que tout va trop vite. On est complètement, c'est quand on réalise que j'ai vu une série l'autre jour à la télé qui montrait à l'écran un petit peu toutes les informations qu'on reçoit en instantané. Donc WhatsApp, un mail. Après, elle se connectait sur une appli pour acheter ses chaussures. Après, elle avait un appel téléphonique de son père. Puis un message SMS. Et c'était effrayant. Et en fait, on n'est plus dans le présent. On n'est plus là. On est connecté. Mais on n'est plus en nous.
On n'est plus. Donc, il faut impérativement avoir un point d'ancrage. Et on ressent d'ailleurs, les gens ne se sont jamais autant occupés de leur maison parce qu'on sent bien qu'on perd pied en fait. Donc, si on observe, si on suit le jour, la nuit, les cycles des saisons, les cycles des éléments, etc., on va retrouver en fait notre centre. Et est-ce que pour illustrer, tu peux donner quelques exemples de cette façon de créer ce pont vers la nature à l'intérieur de son habitat? Est-ce que c'est simplement en ajoutant des plantes d'intérieur ou ça peut se matérialiser autrement? Bah là, c'est tout ce qu'on détaille dans Vers toi avec Billy, c'est-à-dire que on va essayer de représenter chaque élément. Alors déjà, faut essayer de comprendre qu'est-ce que l'énergie de chaque élément, qu'est-ce que ça va nous apporter, etc. Et puis après, comment en décoration on peut l'interpréter. Donc, si on prend l'exemple de l'eau, évidemment, on va pas. Enfin, je prends cet exemple parce que c'est peut-être le plus compliqué. On va pas asperger notre maison d'eau et nager dans l'océan, dans la maison. Mais avec les tableaux qui vont représenter, par exemple, la mer, les torrents. Ou ça peut être un tableau abstrait avec les couleurs de l'eau, ça peut être des formes ondulatoires qui vont représenter l'eau. On va apporter l'élément, ou ça peut être des céramiques de couleur bleue ou noire, parce que les couleurs de l'eau, c'est le noir et le bleu. Donc on va donner déjà dans le livre toutes les couleurs par élément, les formes, et puis les matériaux. Donc par exemple pour le bois, évidemment c'est les tables en bois, le parquet, les menuiseries, mais ça va être aussi tout ce qui est fait en paille, en sisal, en rotin. Ça va être des papiers peints végétaux avec des feuilles, voilà. Enfin, il y a plein de manières. En fait, c'est ça qui est extraordinaire et ça, en plus, ça permet de développer notre créativité, de s'entourer. Finalement, c'est retrouver aussi une forme de joie parce que c'est vraiment observer un peu vous, voilà, quand vous êtes au bord de l'eau, dans la forêt, quand vous marchez sur le sable, quand vous marchez pieds nus. C'est vraiment retrouver notre connexion à nos sens. Alors tu parles de sens, est-ce que tu penses que justement on est tous sensibles de la même manière à ces approches, celles que tu décris par le feng shui, à cette approche un peu énergético-sensible, j'ai envie de dire, de l'habitat, où il y a quand même des différences et il y a des gens qui sont un peu imperméables à ce type de raisonnement? Alors, je pense qu'on est plus ou moins sensible quand on voit, par exemple, les pollutions électromagnétiques qui sont générées par les ondes Wi-Fi, par l'électricité, par tout ça. On se rend compte aujourd'hui qu'il y en a qui en développent des pathologies, les hyper électrosensibles, et d'autres peut-être qui vont moins s'en rendre compte. Après, moi, je suis convaincue que c'est un chemin intéressant aussi parce que, en effet, je pense qu'il y a des gens qui sont à la base beaucoup plus hypersensibles, et émotionnellement et physiquement. J'ai appris dernièrement qu'il y a vraiment les deux, en fait. Vous pouvez être hypersensible émotionnellement, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'endort avec de la lumière, ça va pas le déranger. Et une autre personne, c'est impossible pour elle. Ben, c'est pas juste parce qu'elle fait un caprice, c'est parce que vraiment physiquement, elle est dérangée par tout ça. Mais l'idée quand même, c'est de se dire que plus on s'éloigne de soi, moins on est à l'écoute de nos ressentis, et plus finalement, bah oui, on va se dire, bah non, moi, même pas mal, ça me dérange pas, je suis ah oui, bah mon salon, il est tout en métal, non, non, c'est super comme ça. Mais parce qu'en fait, on a perdu l'habitude. Donc moi, j'invite toujours les gens un peu plus sceptiques, parce que quand je fais des consultations, il y a peut-être une des deux personnes qui est un peu plus sceptique, c'est de tester en fait, c'est d'expérimenter. Et en général, il n'y a pas de cas où la personne ne dit pas ah oui, en effet, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, c'est retrouver cette connexion. On l'a tous, mais on la perd. Et il y en a qui vont la perdre plus que d'autres parce que à un moment donné, ben quand vous ressentez plus rien, vous n'avez plus le discernement ni la conscience pour prendre du recul et pour vous dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je ressens. Oui, puis aujourd'hui, on est dans un monde où on mesure tout, et notamment dans le bâtiment, on aime bien mesurer
les actions qu'on réalise quand on fait des travaux et leurs effets. Ça peut être, par exemple, sur des questions de température, sur des questions de consommation d'énergie, sur des questions de factures énergétiques, etc. C'est assez tangible. On a des chiffres sous les yeux qui nous disent ah bah oui, il fait chaud, ah oui, il fait froid. Pour le bien-être dont tu parles, c'est quand même plus difficile à appréhender, à mesurer par des chiffres. Comment est-ce qu'on peut quand même évaluer un petit peu cette qualité de notre bien-être intérieur pour savoir si on est plutôt dans la bonne direction? Alors, il existe des outils quand même qui vont mesurer, moi en tant que géobiologue, j'ai une antenne de l'échelle qui me permet sur des schémas de mesurer certaines choses, notamment l'énergie dans le lieu, donc avant, après, pendant, etc. De mesurer aussi le champ énergétique de certains objets qui peuvent parfois être pas très positifs. Donc, dans un premier temps, si on n'est pas spécialiste, c'est vraiment se fier à notre ressenti parce qu'on a tous vécu un jour ou l'autre, en arrivant dans un lieu, ce sentiment de mal-être ou au contraire de bien-être. Donc c'est purement instinctif et ça, tout le monde peut l'avoir. On n'a pas besoin d'être entre guillemets connecté ou spécialiste. On a tous la capacité à se dire ici je me sens bien, ici je me sens pas bien. Donc ça c'est la première chose, c'est est-ce que je dors bien, est-ce que j'ai envie de rester chez moi, est-ce que je me sens rassurée, est-ce que je me sens en confiance, est-ce que tout ce que je regarde me fait du bien. Vous voyez, c'est vraiment de se poser toutes ces questions. Et ça on n'a pas besoin d'être entre guillemets spécialiste ou connecté. Après si vous avez des doutes, si vous avez vraiment des questionnements de mal-être très profonds et tout, là je recommande de faire appel à un spécialiste pour vraiment vous aider à voilà à aller au plus loin possible dans l'amélioration, pour faire des purifications énergétiques des lieux, pour nettoyer la mémoire des lieux, pour voilà pour introspecter tout ça. Mais à la base, c'est juste s'écouter en fait, et les gens ne s'écoutent plus. Et donc c'est travailler cette écoute, cette reconnexion à soi-même, cette sensibilité. Juste pour revenir sur les outils que tu utilises, ça mesure quoi concrètement, les outils de géobiologue que tu citais précédemment? Les outils de géobiologue, on pourrait le comparer un peu à un pendule. C'est un outil qui permet, en se positionnant sur différentes graduations, de tester des tas de choses. Ça peut être encore une fois la mémoire des lieux. Enfin, moi, je m'en sers surtout pour ça. Après, il y a des tonnes de choses à mesurer en géobiologie. C'est toutes les pollutions cosmotelluriques, donc qui viennent du sol. Et puis après, il y a d'autres outils pour tester les pollutions électromagnétiques. Et ça, Oui. quand vous achetez une maison, quand vous achetez un appartement, vérifiez quand même que vous n'êtes pas. Alors, trop près d'une antenne relais, c'est presque pas le pire, mais suffisamment loin pour que les ondes arrivent pile sur votre maison. Et si c'est le cas, faites appel à un géobiologue pour. Alors moi, je fais pas la pollution électromagnétique, mais bon, j'en connais qui le font très bien. Et il y a des solutions pour se protéger de tout ça. Mais on fera peut-être un épisode dédié sur le sujet, ce serait intéressant. On arrive vers la fin de notre conversation. Si tout était possible, à quoi ressemblerait pour toi ta maison idéale? C'est une question que je pose à tous mes invités. Ma maison idéale, c'est la maison qui va m'accompagner pour vivre au mieux, qui est ma meilleure amie, qui est ma source de bien-être. Mais c'est sûr que dans l'idéal, la meilleure maison, ce serait la montagne derrière moi, la vue dégagée sur la mer, entourée de forêts, et avec le soleil qui brille tous les jours. Voilà, ce serait ça ma maison idéale. Et est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? Alors, je vais remontrer à l'écran pour les personnes qui sont sur YouTube, évidemment, vos livres avec Billy Blanquette. Donc, Toi et moi, du décor de la maison au bien-être intérieur, que je recommande vivement. Il y a plein de schémas à l'intérieur et plein de belles illustrations. Et aussi, dans le dernier, beaucoup d'illustrations pour étayer un petit peu ce que tu viens de raconter vers toi, de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur. Donc là, il y a plein de belles photos de décoration, de sources d'inspiration pour pouvoir se projeter dans ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu as
aussi en termes de ressources, d'autres, des lieux par exemple emblématiques que tu pourrais inviter les gens à aller découvrir pour expérimenter un peu ces sujets ou pour pouvoir trouver de l'inspiration ou pouvoir justement ressentir ce bien-être quand on arrive quelque part? Je dirais que, alors, un livre, ce serait Votre maison vous révèle de Alberto Heger, qui est un psychiatre qui a travaillé sur le rapport entre l'inconscient et la maison. Et puis, un lieu, c'est vraiment d'aller se balader dans la nature. Elle nous apprend énormément de choses. C'est notre première maison, c'est la maison finalement qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous enseigne d'accepter les choses et surtout pour moi c'est la démonstration que on a tous une petite mort et puis après on va tous renaître, on va tous vivre. Donc c'est vraiment ce cycle-là que je trouve fascinant et merveilleux. Donc le lieu, ce serait la nature. Je mettrai les liens des livres que tu as mentionnés dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as aussi une citation ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit, qui t'inspire ou qui illustre aussi le propos que tu as partagé aujourd'hui? Moi, mon mantra, c'est tout s'enchaîne à la perfection. Il est de personne, je sais pas. Enfin, c'est voilà, c'est quelque chose que je répétais souvent à mes enfants, que je me répète souvent. C'est vraiment cette idée, encore une fois, du mouvement, de l'énergie de vie qui sans cesse. Voilà, c'est vraiment, faut accepter ce mouvement comme ok, tout s'arrête, ok, tout fait peur, ok, tout est compliqué, mais tout est coup, voilà, tout s'enchaîne à la perfection. Donc ce serait ça mon mantra. Donc une forme d'optimisme quoi sur les choses qui se passent quoi. Clairement, clairement, plus que de l'optimisme, une foi. Avant de se quitter, Caroline, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, tes activités, les ouvrages que tu as publiés avec J'ai mon site internet, carolinevatlet.com, et puis sinon ma page Instagram à mon nom également. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je mettrai également les liens vers ces sites dans les notes de l'épisode, que ce soit sous la vidéo YouTube ou sur le podcast. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces explications. J'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici à découvrir tes ouvrages, donc Toi et moi, du décor de la maison au bien-être intérieur, et Vers toi, de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur. Il présente, comme je le disais, de très belles illustrations pour vous inspirer puis détailler un peu ce que tu as partagé aujourd'hui, avec des conseils pratiques aussi pour l'appliquer à sa maison. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les parcourir et à les appliquer. Donc, je te remercie pour ton partage. Je te dis à bientôt et te souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.